20h sur DTV, l'heure du journal et ses titres. La France met 15 millions d'euros pour protéger Saint-Louis de l'afflux des vagues dévastatrices. Un engagement salué par le président Macky Sall qui compte se rendre jeudi prochain en Mauritanie pour échanger avec son homologue mauritanien sur tous les problèmes entre les deux pays. Le professeur Ibrahim Massaou n'est plus. Il y a moins d'une semaine, le directeur du laboratoire de l'imaginaire de l'IFAN fustigeait les conditions des retraités du supérieur. Dans votre émission Question de l'heure, vous l'entendrez dans ce journal. Projet lié au pôle urbain de Diamniadio et au Lac Rose, les autorités rassurent les impactés. Des concertations sont en vue pour trouver une issue heureuse à ce problème. Le cancer, deuxième cause de décès dans le monde. Au Sénégal, le dépistage tardif est à l'origine de 72% des décès. La LISCA veut une gratuité de la chimiothérapie. À voir dans cette édition. Bonsoir. Lutte contre l'érosion côtière, un programme d'urgence est mis en branle pour sauver Guet Ndar. Ce matin, le président de la République française, Emmanuel Macron, a promis d'investir 15 millions d'euros pour accompagner la Banque mondiale et le Sénégal. Je vous propose justement d'écouter le président français au micro de notre reporter et de notre correspondant Saint-Louis, Gambidiagne. Ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est que l'État français investira 15 millions d'euros pour poursuivre ce programme. Et par l'Agence française de développement, pour mettre tout le long du territoire, devant les maisons et les murs qui s'effondrent, des rochers pour protéger, venir en soutien aux familles, à celles et ceux qui parfois ont perdu leur emploi ou doivent se reloger. C'est ce plan d'urgence qui commencera dès maintenant et nous pouvons le mener en une année. Mais au-delà, nous accompagnerons le travail remarquable mené par la Banque mondiale et son président qui est avec nous présent, le programme WACA. Il investira aussi 30 millions d'euros d'urgence, mais il accompagnera les familles, là aussi, à reloger, à protéger, et déploiera ici, à Saint-Louis, entre autres, ce formidable programme dont nous avons besoin. À cela s'ajoute une enveloppe de 25 millions d'euros pour la restauration du patrimoine historique et culturel de Saint-Louis. Le président de la République, Macky Sall, s'est félicité de l'engagement de son homologue français qu'il assimile à une réponse concrète. Justement, pour apporter une réponse concrète aux problèmes des pêcheurs saint-louisiens, le chef de l'État compte se rendre en Mauritanie jeudi prochain. Outre la question de l'exploitation du gaz à la frontière sénégalo-mauritanienne, le Sénégal et la Mauritanie doivent trouver une solution à la question des licences de pêche de manière à ce que les pêcheurs sénégalais puissent opérer dans les eaux territoriales mauritaniennes dans des conditions respectueuses de la législation en vigueur dans ce pays, a dit le président Macky Sall. 1200 milliards, c'est la somme récoltée lors de la conférence du partenariat mondial pour l'éducation. Même si l'objectif de 1500 milliards n'a pas été atteint, les 60 États membres de ce partenariat se félicitent du forum de Dakar. D'ailleurs, le chef de l'État, le président Macky Sall, espère toujours voir d'autres contributions pour atteindre la barre des 1500 milliards. Cette troisième conférence du partenariat mondial pour l'éducation était parrainé par le président Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron. Mansour Sow nous en dit plus. En acceptant d'accueillir cette troisième conférence internationale de reconstruction du fonds du partenariat mondial pour l'éducation, notre pays s'engage à faire de l'éducation une priorité. Plus de 25% du budget national est ainsi alloué à ce secteur, parce que l'éducation reste la seule alternative face aux maux qui gangrènent nos sociétés. L'éducation, c'est semer dans chaque enfant les germes de la dignité humaine. C'est contribuer à forger en lui la capacité de discernement qui élève et éclaire l'esprit et rend la conscience
moins vulnérables à la manipulation. Pour l'éducation, ça n'est pas un choix qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est une nécessité contemporaine. Parce qu'aujourd'hui, face à nous, le principal défi, et je dois le dire dans tous nos pays, toutes nos sociétés, c'est celui de l'éducation. Mais dans la pays du Nord et du Sud veulent faire face aux problèmes éducatifs auxquels ils sont souvent confrontés. Et pour y arriver, la conférence de Dakar s'est fixée comme objectif la bagatelle de 1500 milliards. Aujourd'hui, les engagements ont permis d'avoir 1200 milliards. Un gap donc à combler. 3,1 milliards de dollars sur la période 2018-2020 afin que le PME continue les activités qu'elle mène depuis 14 ans en faveur de la scolarisation de millions d'enfants dans les pays en développement par la construction et l'équipement d'écoles et l'appui à la formation d'enseignants. Le clou de cette cérémonie a sans nul doute été l'entrée en matière de la star planétaire. Youssou Ndour chante l'unité africaine. Dix chefs d'État et de gouvernement en exercice et 3 anciens et plus de 60 ministres ont pris part à cette conférence, troisième du genre et une première en Afrique. Cet événement a été co-animé par le président Macky Sall et son homologue de la République française, Emmanuel Macron. Bientôt au Sénégal, un centre de formation pour faire face à la cybercriminalité, annonce du président de la République française, une initiative qui entre dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la France. Les deux pays s'engagent aussi pour atteindre l'éducation universelle de l'enseignement pré-primaire au secondaire dans les pays à faible et moyen revenu d'ici à l'horizon 2030. Emmanuel Macron est au micro de Mansour Sao. Aussi les sujets communs de sécurité, de défense. Nous avons des forces françaises qui sont présentes ici. Nous avons pris, au-delà de l'école de formation d'armée de l'air, la décision d'avoir une école de formation en cybersécurité ici et d'en faire un hub régional, ce qui est, je dirais, fidèle à l'engagement conjoint que nous avons en matière de sécurité. Enfin, et je finirai là-dessus, nous œuvrons ensemble pour l'un de ces biens communs qu'est l'éducation, sur lequel j'ai souhaité que la France s'engage beaucoup plus fortement qu'elle ne l'était jusqu'alors, en particulier en Afrique. Le ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal et son homologue de la France ont mené une visite au campus franco-sénégalais. L'établissement se situe à la Cité du Savoir de Diamniadio. Ce projet de coopération entre ces deux pays s'inscrit dans les priorités économiques du plan Sénégal émergent. Cette visite a été précédée d'une signature de convention cadre entre les deux pays, nous dit Abigail. Cette cité du savoir en cours de construction va permettre au pôle urbain de Diamniadio d'accueillir davantage d'étudiants. Elle aura aussi un impact positif sur la mobilité de ses étudiants. Ceci va permettre évidemment au pôle urbain de Diamniadio, particulièrement au niveau de la cité du savoir, d'accueillir encore davantage d'étudiants étrangers, puisque le Sénégal se positionne comme un pôle régional de formation supérieure, mais aussi à beaucoup de nos étudiantes et de nos étudiants qui vont en Europe à la recherche de ces filières, de ne plus avoir besoin de le faire, de rester au niveau de leur pays, et ce qui évidemment aura un impact sur la mobilité externe des cerveaux. Une visite sur le site permet de constater de visu la progression des travaux, une véritable ambition du pays selon la ministre de l'Enseignement supérieur de la France. On voit à quel point les choses ici sont en train de pousser comme des champignons. On voit les bâtiments sortir de terre et ça permet de beaucoup mieux se rendre compte de l'ambition qu'a votre pays en termes de cité du savoir
en termes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. À la Cité du Savoir, il y a aussi le centre de mutualisation et de partage qui est le cerveau informatique de l'enseignement supérieur, une structure qui va offrir des formations nouvelles. Ce centre va abriter le supercalculateur que nous espérons recevoir durant le premier semestre de 2018. Et ce supercalculateur va être le cadre de la mise en place d'un certain nombre de formations en licence, master et doctorat, des formations de pointe, des formations, je dirais, du 21e siècle, à savoir l'intelligence artificielle, le big data, la robotique, la cybersécurité. Le campus franco-sénégalais de la Cité du Savoir va être le cordon ombilical entre les universités sénégalaises et celles de la France. D'ailleurs, les ministres de l'enseignement supérieur des deux pays ont signé un partenariat cadre pour booster le secteur. Je vous l'annonçais dans les titres, le directeur du laboratoire de l'imaginaire de l'IFAN n'est plus le professeur Ibrahima Sow, a rendu l'âme ce matin. Il a même été inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Pikine. Pour rappel, sa dernière apparition au public remonte au 31 janvier dernier dans l'émission Question de l'heure présentée par Mansour Sow. Le professeur Sow fustigeait les conditions des retraités du supérieur. Nous l'écoutons. C'est vécu parce que mais tu travailles matin, midi et soir. Ce cœur pression là. Bon, ça ne veut pas dire que nous sommes corporation nous décédés, c'est vrai. Mais amnésie. Il y a aussi des drames sociaux pour les trucs. Il y a eu drames amnésie, des drames familiaux parce que écoute, pour te donner un exemple précis. Quand tu es en activité, tu gagnes à peu ce que tu gagnes à la retraite. C'est le quart de ce que tu gagnes en activité. Alors que tes besoins n'ont absolument pas diminué. Absolument pas. C'est mon cas, par exemple. Je gagnais presque 1 million et quelques. Là, je me retrouve avec 200 000. Tu peux rien faire avec. Mais il faut me double, avec la pression. Non, mais c'est vrai. Non, je le dis, moi, j'ai aucune honte de dire ça. Et ça m'a même valu, enfin, j'ai un livre que je suis en train d'écrire sur ma vie au fil des ans. Pour retraiter tout mon truc, et en plus le divorce que j'ai eu à cause de ça justement. Parce que ça c'est un drame familial. Dès que tu n'as plus d'argent, tu sais, certaines, les rats quittent le bateau. Bon, ça je ne veux pas en parler ici, mais j'en parlerai dans mon livre qui va... Le professeur Sow, le groupe Escaf Telecom présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et à toute la communauté universitaire. Toute autre chose dans ce journal. C'est une honte qu'un président de la République française vienne au Sénégal sans être accueilli par le maire de la capitale. Déclaration de Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz Sacré-Cœur interpelle le président Macron sur l'emprisonnement de Khalifa Sall. Ce dernier ne sera pas défendu par maître El Hadj Diouf. Ce dernier confie que seul l'ordre des avocats dans lequel il est membre a la prérogative de l'en dissuader. Mais par l'article 372 du Code de procédure pénale, néanmoins, il mènera le combat sur le plan politique. Abdoulaye Ndiaye a assisté à leur conférence de presse. Le président de la République française au Sénégal, le premier magistrat de la ville de Dakar en prison. Voilà ce que dénoncent les pro-Khalifa par la voix du maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz. C'est une première au Sénégal et une honte pour un pays qui se veut démocratique. Suite à la visite du président de la République française, je souhaiterais rappeler que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un président de la République française en déplacement au Sénégal qui ne soit pas accueilli par le maire de la capitale, le maire de Dakar. C'est une honte pour la démocratie sénégalaise. Et je pense que ça doit être un signal fort pour les autorités françaises. En visite officielle au Sénégal pour signer des partenariats économiques, je souhaiterais dire au gouvernement français qu'il ne saurait prospérer de partenariats ou bien de relations dans un environnement instable, dans un environnement de tous les dangers. L'avocat au barreau de Dakar, Maître El Hadji Moustapha Diouf, d'apporter des clarifications sur le rejet de sa constitution comme avocat au procès du maire de Dakar. Selon lui, l'article 372 du Code de procédure pénale ne le prévoit pas. Seul l'ordre des avocats est habilité à l'exclure. Mais l'article 372
Et puis les journalistes ont répondu mécaniquement. L'article 372 a permis aux juges d'exclure M. El Hadji Diouf du procès. C'est faux. L'article 372 ne parle pas de constitution d'avocat. Que ça soit clair. Seul l'ordre des avocats peut m'empêcher de plaider. Ça nous concerne. C'est notre cuisine interne. Il y a des voies de recours. Quand une décision tombe, provenant du bâtonnier ou de l'ordre des avocats. Cependant, l'avocat ne compte pas rompre son soutien à Khalifa Sall sur le plan politique. C'est trop. Donc, je demande aux populations de se mobiliser. Non, je ne suis plus avocat, mais je vais demeurer l'homme politique qui va combattre ces apprentis dictateurs. Le procès de Khalifa Sall reprend ce lundi. Les pro-Khalifa sonnent la mobilisation afin de soutenir leur maire. Visite du président Macron au Sénégal, Thierno Bocoum s'en prend au chef de l'État Macky Sall. Le président du mouvement Agir dénonce la politique de coopération de notre pays. L'ancien député compare Macky Sall à un agent commercial français depuis son accession au pouvoir. Thierno Bocoum s'exprimait en marge d'une visite de présentation de condoléances à Touba. Il est au micro de notre correspondant à Touba, El Modougueye. Nous devons mettre sur la table, c'est faire en sorte d'avoir des dirigeants qui sont capables de défendre les intérêts de leur population, qui n'ont pas le complexe de défendre les intérêts de l'Afrique, qui ne vont pas se comporter comme des membres d'un gouvernement de l'Occident et qui sont des exécutants. C'est ça qui est inacceptable. C'est ça qu'il faut voir de près. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, dans notre pays, nous n'avons pas un président de la République qui défend les intérêts des populations. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un président de la République puisse prendre l'avion présidentiel, puisse utiliser les deniers de l'État, aller dans un pays étranger, se photographier avec des ouvriers d'une entreprise et porter la casquette qui a le logo de cette entreprise? Est-ce que nous avons élu un président de la République pour qu'il soit un agent commercial au service d'une multinationale ou au service d'un pays? C'est ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que justement, nous n'avons pas des dirigeants qui mettent en avant les intérêts des populations. Au même moment, le secteur privé est massacré et sacrifié. C'est ça qui n'est pas normal. Pôle urbain de Diamniadio et l'Agrose de l'État rassurent les populations impactées par les différents projets. Des pourparlers sont en vue pour résoudre les problèmes de ces populations riveraines qui craignent d'être délogées. Mme Ante Diame nous en dit plus. Les riverains du pôle urbain de Diamniadio peuvent pousser un ouf de soulagement. Aucun village situé non loin du site ne seront délogés. C'est l'avis du ministre délégué chargé des pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose. Le pôle se trouve dans un environnement territorial, mais aussi dans un environnement institutionnel. Vous savez, on a ici à l'ouest la commune de Rufisque-Est et de Bambilor, qui est aussi au nord, Bambilor, la commune de Diamniadio, la commune de Bardi et la commune de Sébikotane. Le président de la République a décidé de mettre en place le district de Diamniadio qui va concerner toute l'agglomération rufisquoise, tout le département de Rufisque et une bonne partie du département de Mbour et de Thiès, surtout les communes qui abritent l'aéroport international Blaise Diagne. En ce sens, une convention a été signée entre cette entité et la commune de Rufisque-Est qui cohabite avec le pôle urbain. Comment mettre en relation le pôle, les communes environnantes, l'aéroport international Blaise Diagne, le port de Sendou, le port de Ndayan, les communes de Tivaouane-Peulh, les communes de Sangalkam et également le pôle urbain du lac Rose. Tout cet environnement-là doit être bien sûr urbanisé dans une cohérence globale et géré aussi dans une cohérence globale. Et l'idée, c'est de voir comment aussi les ressources qui vont être générées par la vie du pôle, l'activité dans le pôle, comment ça peut aussi impacter positivement sur les communes environnantes.
En ce qui concerne l'inquiétude des populations de Dinimalité, un village de Sibi-Ponti qui craignent pour leur survie, le ministre annonce des pourparlers pour régler tous les problèmes. La santé, les hôpitaux du Sénégal paralysés les 20, 21 et 22 février prochains. Le SAMES, syndicat autonome des médecins du Sénégal, ne décolère toujours pas. Après un premier plan d'action, ils remettent ça avec une centralisation des urgences. Dr Boli Diop et compagnie mettent ainsi en garde le gouvernement concernant toute répercussion sur la population. Dr Boli Diop est interrogé par Massou Sao. Nous, en tant que SAMES, ce qu'on attend de ce gouvernement, c'est la matérialisation des accords. Donc c'est fort de cela et n'est-ce pas aussi en tenant en compte l'engagement des camarades au niveau de toutes les zones, sections et sous-sections que nous avons en tout cas pris la résolution de poursuivre notre plan de lutte. Vous avez annoncé en début de mois, on va faire aujourd'hui ce qu'on appelle la centralisation des urgences. Comme vous le savez, les grèves passées, toutes les structures prenaient en charge les urgences. Aujourd'hui, quand on va en mouvement, et c'est pour le 20 février 2017, du 20 au 22, le SAMES va observer encore 112 heures, mais cette fois-ci avec centralisation des urgences. Donc, le gouvernement doit faire en sorte que les préoccupations du SAMES puissent être prises en compte. Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Au Sénégal, 72% des malades décèdent car ils sont diagnostiqués tardivement. Ce 4 février est célébré la journée mondiale de lutte contre le cancer, occasion saisie par la LISCA pour faire un plaidoyer allant dans le sens de rendre gratuite la chimiothérapie. C'est un compte rendu de Ndeye Fatim Lo. Chaque année, le Sénégal enregistre 6800 nouveaux cas de cancer. 4900, soit 72% d'entre eux perdent la vie, car la plupart du temps, ils consultent à des stades avancés. Le cancer, une maladie au traitement onéreux, la LISCA plaide pour la gratuité de la chimiothérapie. Le coût de du traitement contre le cancer varie entre 950 000 et 2 950 000 par malade. Donc, on a des protocoles. Le protocole le moins cher est à 174 000. Le protocole le plus cher est à environ 2 200 000. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place un comité multisectoriel pour porter ce plaidoyer. Il faut voir ce qui se fait dans des pays environnants. En Mauritanie, le traitement du cancer est gratuit. Au Maroc, c'est gratuit. Au Mali, c'est gratuit. Pourquoi pas le Sénégal? Et pour cela, il faut porter le plaidoyer. Pour porter ce plaidoyer, il faut préparer un comité. Ce 4 février, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer. Occasion saisie par la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer de faire une campagne de sensibilisation et de dépistage. Nous allons faire des journées de communication à travers Dakar et ses régions. Nous allons faire une caravane de sensibilisation, 2 jours de caravane de sensibilisation. Le week-end prochain, nous allons terminer par une journée de dépistage. On doit sensibiliser les personnes à se dépister pour ne pas arriver à des stades avancés. Le gouvernement a fait des efforts considérables en réduisant les médicaments anticancéreux de 30 à 70%. Cependant, la prise en charge reste très chère. La LISCA porte la voix des cancéreux en demandant au gouvernement de rendre gratuite la chimio ou de la subventionner pour rendre le traitement accessible aux malades. L'Union sénégalaise des transporteurs routiers entend se conformer au règlement 14 de l'UEMOA, lequel prévoit la somme de 60 francs pour chaque tonne de plus sur les chargements des gros porteurs. Ces travailleurs appellent le gouvernement du Sénégal à faire de même, car ils soutiennent que la somme de 40 francs n'est pas du tout en adéquation avec la directive de l'UEMOA. Les éclairages de Code Ndiaye. Les transporteurs camionneurs du Sénégal comptent mettre en application la décision de l'UEMOA interdisant les surcharges sur les routes, une manière pour eux de contribuer au bon état des routes, une décision prise après concertation avec leurs homologues de la sous-région. L'objet de ces réunions, c'est le règlement 14. L'UEMOA nous a imposé un règlement
qui nous amène à respecter les poids autorisés à charge, c'est-à-dire le PTAC. On est obligé de respecter le règlement 14 parce qu'on nous a dit que si vous êtes en surcharge pour aller à l'étranger, c'est-à-dire à l'international, chaque tonne de surcharge, vous payez 60 000 francs. C'est ça que le règlement a dit. Toutefois, l'Union demande un paiement de 60 000 francs par tonne car, disent-ils, les 40 000 francs ne sont pas adéquats, d'autant plus que les contenus des charges de camions ne sont pas toujours maîtrisés. Ça nous amène, nous aussi les transporteurs, de prendre en moyenne 60 000 francs par tonne. Parce qu'on ne peut pas prendre moins de 60 000 francs, arriver au PSSIE, c'est-à-dire arriver à Diamniadio ou ailleurs, et vous déboursez encore 20 000 francs pour compléter ce qu'on vous demande pour la surcharge. Donc ça nous oblige nous aussi de demander 60 000 francs pour la tonne, pour l'international, en moyenne, et de national aussi, qu'on demande 20 000 francs à la tonne, on est obligé de demander 40 francs tonne kilométrique. L'Union sénégalaise des transporteurs routiers du Sénégal compte rencontrer le ministre de tutelle après la visite du président Macron à Dakar. Ils demandent à leur ministre que leurs préoccupations soient correctement prises en charge. Stabilisation du Mali, le collectif des associations maliennes au Sénégal exprime son désarroi. Il regrette le manque de volonté de la communauté internationale, mais le collectif compte mener le combat pour que la paix règne dans ce pays voisin, et cela passe forcément par une forte contribution de l'Union africaine, élément que vous avez pu suivre dans notre édition du 19h. Nous poursuivons ce journal et parler du mouvement de défense des libertés qui vol au secours de Hassan Diouf. C'était sous la présence de son épouse américaine Malika. Cette dernière est très remontée contre le gouvernement du Sénégal. Elle affirme qu'on lui a interdit de voir son mari emprisonné depuis des mois. Un sitting est prévu mardi 6 février, ce mardi prochain donc, devant l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Mariam Birambo-Diom nous en dit plus. Mardi 28 novembre 2017, jour où le Facebooker le plus célèbre du Sénégal, Hassan Diouf, a passé sa première nuit à la maison d'arrêt de Rebeuss à Dakar. Une détention jugée arbitraire par ses proches. Le mettre en mal avec sa famille religieuse. Donc des gangsters s'en sont pris à lui. Il fait une violation de domicile. Ces gangsters-là sont libres. Dans un premier temps, l'État sénégalais disait que c'était pour protéger Hassan Diouf. Comment on peut protéger quelqu'un en le mettant en prison? Et depuis lors, on a vu, ce qui prospère, c'est un kidnapping. C'est un piège de Macky Sall. Et il faut qu'il arrête Macky Sall. Il faut qu'il respecte les droits des citoyens. Il faut qu'il libère Khalifa Sall. Il faut qu'il laisse Karim Wade libre de ses mouvements. Et il faut qu'il libère Hassan Diouf. Son épouse Malika, venue des États-Unis pour lui manifester son soutien, s'est vue refuser le permis de visite. Une situation qu'elle fustige. Je ne comprends vraiment pas cette répression sur mon mari. Ces détracteurs se focalisent sur les insultes, oubliant le message qui est derrière ces déclarations. Là, j'ai demandé l'autorisation pour lui rendre visite, mais on m'interdit.